Super. Alors, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce huitième petit rendez-vous climatique de l'édition 2024 des Dialogues pour le climat. On est très content de vous avoir avec nous ce midi. Avant toute chose, même si c'est un événement qui est virtuel, il est important de reconnaître d'où nous rejoignons cet appel. La majorité de nos organisations sont basées à Tiohtià:ke, qui est communément connu sous le nom de Montréal, un territoire qui a longtemps servi de lieu de rencontre et d'échange entre les peuples autochtones, y compris les nations Haudenosaunee et Anishinaabe. Nous tenons à honorer, reconnaître et respecter ces nations à titre de gardiennes traditionnelles des terres et de l'eau sur lesquelles nous nous rejoignons aujourd'hui. Je vais aussi mettre un lien dans le clavardage que je vais vous inviter à aller voir. On veut aussi remercier nos commanditaires et les organisations partenaires qui rendent possible cette quatrième édition des Dialogues pour le climat. Les Dialogues pour le climat, ce sont 2 semaines de rencontres intersectorielles qui coïncident avec les dates des conférences des parties à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques. C'est donc la CDP 29 ou COP29 en anglais cette année qui se déroule à Bakou depuis le 11 novembre. Les dialogues offrent une plateforme vraiment propice aux échanges et à l'apprentissage, que ce soit sur des sujets relatifs au CDP ou sur des enjeux environnementaux qui touchent le Québec et le Canada. Les dialogues ont pour but de rehausser l'ambition climatique, de sensibiliser à l'environnement et aux négociations climatiques, en plus de mobiliser la société civile face au CDP. Pour accéder à l'ensemble des événements organisés dans le cadre du dialogue, je vais mettre tout à l'heure aussi en clavardage le reste de la programmation que je vous invite à consulter. On a aussi un événement là, de clôture en personne si vous êtes à Montréal lundi prochain. Pour cet événement, vous avez pu remarquer là, qu'il est enregistré. C'est pour permettre aux personnes qui ne sont pas là en ce moment de pouvoir le regarder par la suite. Donc, il va être publié là, sur la chaîne YouTube de Réalité climatique Canada. Et on vous garde une période de questions à la fin. Donc, on vous invite à mettre là, tout au long du panel, à mettre vos questions soit dans le clavardage ou alors dans la barre Q&A qui est en bas de votre Zoom pour pouvoir là, utiliser l'expertise de nos experts qui sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Et sans plus tarder, j'ai le grand plaisir de vous présenter votre animatrice, Leila Cantave, responsable pour le Québec au réseau Action Climate Canada. Donc, bonjour Leila et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Agathe. Bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre justement pour cette conversation où est-ce que on va pouvoir discuter de comment en fait la protection et la défense de la biodiversité s'inscrit dans le contexte de la COP29. D'ailleurs, je vous rejoins en direct de Bakou. On est à l'avant-dernière journée techniquement de la COP, mais ça reste à voir. Si tout va bien, demain on devrait conclure. Mais bon, comme peut-être que vous êtes déjà au courant, c'est très difficile de prédire en fait le cheminement de ces conversations et de ces négociations. Alors, voilà, on est là pour parler de biodiversité et comment ça s'inscrit dans ce contexte justement de la COP29. Et j'ai quand même très hâte d'entendre nos panélistes que je vais vous présenter parce que je trouve que tous les enjeux biodives ont une place assez spéciale, je vous dirais, dans cet espace de la COP cette année. D'ailleurs, avec la COP 16 qui était juste avant, euh, j'aurais peut-être, c'est un soin personnel, j'aurais voulu voir que ça prenne un peu plus de place. Mais bon, on va pouvoir peut-être en discuter puis voir justement pourquoi ça aurait peut-être été important que ça prenne un peu plus de place justement la biodiversité dans les conversations qu'on est en train d'avoir. Alors, pour commencer, j'aimerais vous présenter notre première panéliste, qui est Catherine Hébert, qui est chercheuse post-doctorante à l'Université McGill et membre du QCBS. On a Anne-Céline Guillon, qui est analyste climat-énergie chez Nature Québec. Par la suite, on a Laura Féquino avec nous, qui est analyste politique aux Ateliers pour la biodiversité, candidate à la maîtrise en politique appliquée à l'Université Sherbrooke et chercheuse au pôle intégré de recherche environnement, santé et société à l'Université Sherbrooke. Et pour finir, on a Joëlle Voglimachi, qui est coordonnatrice R&D Habitat. Alors, pour commencer, je pense qu'on peut d'abord faire un petit tour de table pour vraiment débuter la conversation. Et petite question pour aussi vous entendre, puis tu sais, que vous vous présentez, puis vous montrez vos couleurs. Peut-être vous pouvez nous dire, est-ce que vous trouvez qu'on en fait assez des liens entre le climat et la biodiversité? En même temps de vous présenter, on peut commencer avec ça. Ah ben en fait, je vais lancer la balle. Catherine, vas-y. Alors, bonjour, moi, comme Leila a dit, je suis postdoctorante à McGill, alors j'ai fait beaucoup de recherches sur la biodiversité et moins sur le côté climatique, mais les changements climatiques font toujours une grande partie de ce qu'on fait. Alors, je suis dans le labo de Laura Pollock, qui est connue pour être à l'interface entre la science de la biodiversité et aussi la conservation. Et donc, beaucoup de nos recherches se portent sur comprendre, cartographier et prédire les changements de biodiversité et de résumer ces changements-là à l'aide de métriques qui s'appellent des indicateurs de biodiversité qui sont en lien avec les politiques
et les cibles du cadre mondial de la biodiversité. Et aussi, il y en a du côté du climat aussi. Et le but ultime, c'est toujours de trouver des moyens de prévenir des changements de biodiversité pour vraiment pour protéger la biodiversité en vraiment pensant à ce que le changement climatique va faire. Et donc, une grande partie de nos recherches se porte sur, premièrement, identifier l'importance du climat pour la distribution de la biodiversité dans l'espace. Et un spoiler alert, c'est très important. C'est un des facteurs principaux qui détermine où les espèces sont en ce moment et aussi où les espèces vont être dans le futur. Alors, on a accès à des données sur le climat dans le futur. On peut projeter les distributions d'espèces en 2050, en 2080, en 2100. Et on voit qu'il va y avoir une grosse redistribution de la biodiversité. Et le défi, c'est donc, premièrement, de bien prédire ces redistributions et aussi de bien planifier nos actions pour essayer de mettre la biodiversité à l'abri des changements climatiques. Donc, je peux parler un peu plus en détail à propos de ça, mais en gros, une des façons les plus pertinentes et efficaces pour protéger la biodiversité, c'est de setter des aires protégées. Et donc, quand on fait le dessin d'aires protégées sur le territoire, premièrement, il faut regarder la distribution actuelle des espèces, mais aussi la distribution de où elles seraient dans le futur. Et c'est là le défi. Parce que c'est déjà un gros défi de trouver des aires protégées en ce moment. On a plusieurs pays signataires dans le monde qui se sont engagés à protéger 30% de leur territoire. Et au Canada, on est à peu près à 15-16%. Alors, c'est pas pire, mais on pourrait être mieux. Et le défi, c'est de vraiment mettre ce 15% qui reste à définir dans des endroits qui sont efficaces pour la biodiversité, non seulement actuellement, mais aussi pour le futur. Et donc, ben, je vais rentrer en détail tantôt, mais c'est pour vous donner un petit overview de nos recherches. Ouais, ben merci beaucoup, Catherine. Puis juste pour comme la petite question, pour débuter la conversation, Ouais, est-ce que tu trouves qu'on fait assez de lien entre le climat et la biodiversité? ouais. Finalement, non. Des deux côtés, en fait. Dans le côté climatique, je trouve pas qu'on parle assez de biodiversité. Et dans le côté de biodiversité, je trouve pas qu'on parle assez de climat concrètement pour informer des actions et des politiques. Dans la recherche, oui, mais dans la politique, non. Voilà. Merci beaucoup. On pourrait passer à Joël. Oui, D'abord, oui. ben, juste peut-être te présenter rapidement, puis répondre à la question, est-ce qu'on fait assez de liens entre les deux enjeux? Oui, puis en fait, je pense que ça fait quand même un bon lien avec ce que Catherine vient de souligner. En fait, pour mieux spécifier c'est quoi mon rôle chez Habitat, ben déjà, Habitat, on est une firme de solutions environnementales qui est spécialisée en conservation de la biodiversité et en adaptation au changement climatique. On a un département de recherche et développement où ce que je fais de la coordination et dont le but est vraiment d'être à jour au niveau des nouvelles études, qu'est-ce qui se passe en fait, surtout au niveau de la biodiversité, des changements climatiques, pour pouvoir après développer des solutions qui vont être utiles, notamment à l'échelle locale, soit qu'on va offrir aux MRC, aux municipalités, puis aussi à plus grande échelle à travers le Québec, puis tranquillement pas vite à travers le Canada. Donc, le lien entre la biodiversité et les changements climatiques, ben, c'est sûr que nous aussi, on aimerait qu'il y en ait plus et c'est ça qu'on met de l'avant dans nos services. Parce qu'on sait que, par exemple, les solutions qui sont fondées sur la nature, ils vont jouer un rôle clé dans la résilience des communautés face, par exemple, aux hausse des températures, sécheresse, inondations. Donc, c'est juste logique et essentiel de voir le climat et la biodiversité, pardon, comme deux entités qui sont interdépendantes. Surtout que ce lien est aussi essentiel à mettre en place dans tous les niveaux de paliers de gouvernance. Et en ce moment, il y a des grands événements comme la COP16, la COP29, qui vont avoir en fait une incidence même à l'échelle locale, en passant par notre pays, puis aussi ensuite par la province au niveau des orientations stratégiques, mais aussi soit par le biais de réglementation et de financement, qui va permettre après d'élaborer à l'échelle locale, soit l'instauration d'infrastructures vertes qui vont pouvoir aider les communautés à être plus résilientes dans le futur. Résilientes, pardon. Merci beaucoup, Joël. Anne-Céline, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi, ton rôle et aussi les liens entre les deux, climat et biodiversité?
Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup déjà au Dialogue pour le climat pour me permettre justement d'intervenir dans ce panel-là. Déjà, donc Anne-Céline Guyon, moi je suis donc analyste climat-énergie chez Nature Québec. Nature Québec est une organisation qui, entre autres choses, justement, fait le lien entre crise climatique et crise de la biodiversité. Et notamment moi, dans mon rôle, en ce moment, notamment, je travaille beaucoup sur comment la transition énergétique telle qu'elle est en train de se mettre en œuvre au Québec peut avoir des impacts justement sur les écosystèmes. Donc, pour répondre rapidement à la question posée, j'ai juste, tu sais, la réponse simple, c'est évidemment non. Je suis d'accord avec Joël et je suis d'accord évidemment aussi avec Catherine. Ceci dit, je pense qu'il faut quand même aller voir aussi le côté un peu plus positif. Puis je peux pas m'empêcher de penser quand même que on commence quand même de plus en plus à en parler et ça, c'est quand même encourageant. Je pense que le fait que la COP15 ait eu lieu à Montréal il y a 2 ans a énormément participé déjà à juste parler de la crise de la biodiversité qui était complètement oblitérée jusque-là. Donc, depuis, les gens comprennent qu'il y a aussi une deuxième crise environnementale et sont plus à même justement de comprendre le lien entre les deux. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Ça a été aussi l'occasion justement aussi à ce que dans le milieu environnemental, à la fois les groupes qui travaillent plus sur le climat, puis d'un autre côté, les groupes qui travaillent plus sur la conservation travaillent beaucoup plus ensemble et restent un peu moins chacun de son bord, là, même s'il y a encore aussi beaucoup de travail à faire à ce niveau-là, même dans nos propres rangs, j'ai envie de dire. Mais maintenant, j'ai envie de dire, c'est aussi au niveau de la réponse, justement, au niveau des crises, qu'il faut évidemment faire davantage le lien. Il y a encore énormément de travail à faire. On le voit vraiment dans la manière dont, justement, est menée la transition énergétique au Québec. On est vraiment en train de faire en sorte qu'elle va plutôt accentuer la crise de la biodiversité plutôt que d'y répondre en même temps. Et j'ai envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, on est en pleine dedans, évidemment, avec le fameux projet de loi 69 sur justement l'avenir énergétique du Québec. Mais j'y reviendrai plus tard. Merci Anne-Céline et on en a hâte de t'entendre là-dessus. On pourrait finir avec Laura. Même chose. Et qu'est-ce que tu penses en fait du lien qu'on fait entre les deux enjeux? Oui, donc bonjour tout le monde. Très contente de vous retrouver ici au dialogue pour le climat, mais pour parler également de biodiversité, le lien entre les deux. Moi, je m'appelle Laura, puis comme Leila a mentionné, je suis étudiante à l'Université de Sherbrooke. Je fais ma maîtrise en ce moment en politique appliquée. Je m'intéresse surtout à la paradiplomatie québécoise en matière de biodiversité. Mais je suis également étudiante là, en parallèle au microprogramme de deuxième cycle en négociation et politique internationale climatique. Je suis là, la COP29 à distance là, depuis Sherbrooke là, en ce moment avec des horaires, avec le décalage horaire de 9 heures. Là, vous vous imaginez qu'on se lève très tôt et on se couche très tôt aussi là, pour essayer de suivre. Et puis sinon, je suis analyste politique là, aux ateliers pour la biodiversité. Et nous, on a vraiment pour objectif de mobiliser l'ensemble des acteurs et de pousser pour que la biodiversité soit prise en compte dans les différentes décisions, donc au niveau politique, mais aussi auprès de différents acteurs là, comme le secteur privé, entre autres. Vraiment, l'objectif, c'est que la biodiversité, elle ne soit pas seulement cantonnée à la protection du 30 là, du territoire, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que la biodiversité ne soit pas oubliée et qu'elle soit intégrée là, dans le 70 restant qui est finalement là, le cœur de cette lutte-là, de l'intégrer dans toutes les autres activités qu'on met. Pour répondre à la question, est-ce qu'on intègre assez biodiversité, climat? La réponse courte, c'est que, à mon sens, pas encore assez, mais je partage quand même l'optimisme d'Anceline de dire qu'on commence à le faire de plus en plus. Mais je pense qu'il reste du chemin à faire. Là. Puis je nuancerai aussi en disant que je pense que c'est pas tous les acteurs qui sont au même stade nécessairement. Je pense que la réflexion est peut-être un peu mieux intégrée dans le milieu scientifique, notamment en sciences naturelles. Mais il reste du travail à faire pour que ça percole, notamment dans la sphère politique. Dans la sphère publique aussi, pour la population en général, c'est pas nécessairement instinctif de faire le lien entre les deux. Donc, je pense qu'il y a vraiment là, tout un travail de vulgarisation scientifique qui est à faire, de sensibilisation et de communication pour qu'on aborde là, la biodiversité et le climat comme étant deux faces d'une même médaille, là, en fait. Même chose, le milieu environnemental, je pense que nous aussi,
faut qu'on essaie de travailler moins en silo, qu'on fasse cet effort-là là, de voir les différentes facettes de notre lutte qui, finalement, elle, ben, elle est commune. Puis, je pense qu'à cet égard-là, les communautés autochtones, elles ont déjà le réflexe, plus que nous en général, de faire ces liens-là, d'entrevoir climat, biodiversité, humain aussi comme étant un tout, là, donc comme étant intégré, comme étant plus holistique. Puis je pense qu'on a vraiment beaucoup à apprendre là, de cette vision-là. Puis là, avec la COP16, la COP15, même avant ça, qui a eu lieu à Montréal, avec la COP29, en tout cas, je pense qu'il y a vraiment un momentum là, qu'il ne faut pas qu'on échappe là, en ce moment. Merci Laura. Puis je pense que Anne-Céline et toi, vous avez vraiment quand même vous faites un excellent lien là, avec la COP 15. Quand on parle du fait qu'on ne fait pas assez de liens, je pense que le décembre 2022 à Montréal, c'était quand même un point tournant. Pour avoir vécu l'expérience avec, par exemple, certaines d'entre vous qui sont sur l'appel en ce moment et pour avoir courtoyé plusieurs personnes qui travaillaient qui travaillent sur ces enjeux, c'est-à-dire sur la COP biodiversité depuis plusieurs années, tu sais, ils n'ont jamais vu quelque chose comme ce qu'on a vécu en 2022 à Montréal pour la biodiversité puis la mobilisation de masse qui s'est fait et autant de place qu'on a pris dans plusieurs conversations. Fait que pour venir à ça, tu sais, on a le cadre mondial pour la biodiversité Coming Montréal, un accord historique, COP 15. Mais là, dans le fond, l'accord de Paris, qu'est-ce que l'accord de Paris, en fait, nous dit sur ces enjeux? Puis Laura, j'aimerais ça t'interpeller directement. En fait, j'aimerais ça que tu nous rappelles où est-ce qu'on parle de la nature dans l'accord de Paris? Oui, mais je pense avant tout, je pense que c'est important de dire là, que même depuis la Convention cadre sur le changement climatique, donc en 1992, on parlait déjà indirectement de biodiversité, c'est-à-dire qu'on ne le nommait pas là, mot par mot protection de la biodiversité dans les textes au début nécessairement. Ça a pris 10 ans là, en fait avant qu'on nomme vraiment protection de la biodiversité dans un texte final là, des COP climat. Mais on évoquait déjà la biodiversité à travers d'autres mots comme les mots nature, écosystème, ou quand on parle même d'agriculture, de foresterie, ben c'est sûr qu'on est en train de parler là, de biodiversité aussi et pas seulement de climat. Mais sinon, surtout depuis l'accord de Paris, la biodiversité a été abordée sous différents angles. Donc, dans un premier temps, on peut penser à l'angle de l'atténuation. Donc, on va parler d'écosystèmes terrestres ou marins, donc des forêts, des milieux humides, des océans qui absorbent du carbone. Donc, on fait souvent référence, là, notamment dans l'accord de Paris et encore aujourd'hui, au puits de carbone. Donc, les parties ont eu un intérêt à comptabiliser, OK, c'est quoi les émissions anthropiques qu'on émet de GES, de gaz à effet de serre, versus c'est quoi les quantités de GES qui sont absorbées par les puits de carbone de manière naturelle. Sinon, il y a l'angle de l'adaptation également, parce que la protection et la restauration d'écosystèmes, ben, elle est aussi bénéfique là, à divers égards. Là. Donc, on peut faire preuve d'une plus grande résilience lorsque surviennent des événements météorologiques extrêmes soudains ou là aussi, là, comme les sécheresses, via les écosystèmes. Donc, c'est bon pour l'adaptation. Et je laisserai Joël aborder ça plus en détail tout à l'heure, notamment avec le concept de solutions basées sur la nature qu'on entend de plus en plus parler et qui se retrouve dans certains textes des COP climat. Puis, je dirais même, en allant au-delà de l'accord de Paris, la biodiversité, on voit qu'elle s'invite aussi de plus en plus dans les discussions sur la finance, dans les COP climat, parce qu'investir dans la nature, ben, c'est aussi investir dans le climat finalement. Donc, il y a toutes ces questions-là aussi. Je pense que la biodiversité commence à se creuser tranquillement une place de plus en plus. Puis, sinon, si on va dans des COP encore plus récentes, dans la COP 25, c'est là qu'on a officiellement reconnu dans un texte de négociation le lien biodiversité-climat. C'est un lien qui a été réitéré l'année dernière à la COP 28 aux Émirats arabes unis. Puis, en fait, le texte qui a été adopté à Dubaï l'année dernière, ben, il évoque directement le Code mondial, le Code Montréal, qui avait été adopté à la COP 15 en 2022, justement. Et c'est vraiment une référence là, qui est explicite. Puis, pour rappel, le Code économique Montréal qui a été adopté en 2022, eh bien, il a 23 cibles à atteindre d'ici 2030. Il a aussi une mission d'ici 2030 qui est de freiner et même inverser
la perte de biodiversité. Puis, il a aussi une vision à plus long terme, donc d'ici 2050, qui est de vivre en harmonie avec la nature. Donc, le texte qui a été adopté à la COP28, il essaie quand même de dire, OK, quand on parle de climat, il faut aussi essayer de respecter cette vision-là, cette mission-là. C'est important de prendre en compte les deux. Puis même le bilan mondial dans la COP climat qui est paru là, en 2023 justement à la COP 28, ben, il énonce aussi le besoin d'intégrer la biodiversité dans la lutte au changement climatique. Merci beaucoup, Laura, pour cette mise en contexte. Puis, je pense que ça fait un bon segue là, sur où est-ce qu'on s'en va, puis la place justement que la biodiversité prend dans les conversations ici. Euh, Quelque chose qui me vient en tête avant que je passe à ma question, c'est on a la ministre de l'Environnement de la Colombie, Maria Susana Mohamed, qui est ici et qui, on est dans la période des plénières en ce moment à la COP29. Fait que c'est vraiment une période où est-ce que les ministres de l'Environnement prennent beaucoup de leadership dans les discussions, dans les négociations. C'est eux qui portent le fardeau politique, c'est-à-dire faire avancer les dossiers politiques. Et euh, quelque chose qui est quand même... à chaque fois que la Colombie prend la parole, tu sais, c'est toujours une rouée d'applaudissements qui suit. Tu sais, je pense que son leadership est remarquable. Je sais que son leadership aussi s'est fait voir à la COP 16. Elle fait beaucoup référence à la COP de biodiversité en ce moment à Bakou. Demandant en fait des fois d'apprendre un peu de qu'est-ce qu'on a vu se dérouler dans les dernières années en termes de biodiversité. Puis il y a vraiment un appel, je trouve, dans ces discours à vouloir peut-être faire ces liens de plus explicitement. Puis, tu sais, je pense qu'elle joue peut-être ce rôle de leadership là, avec les ministres puis ses homologues. Mais je pense que c'est aussi... je crois que la société civile entend quand même ces messages. Puis je pense que ça résonne. Et même si qu'on est en train de faire justement ces liens, puis on doit faire encore plus ces liens, on remarque aussi un peu plus les trous. Tu sais, quand il y a des gens qui font ce genre d'appel, on remarque les lacunes. Fait que, Anne-Céline, je suis vraiment intéressée de t'entendre sur quelles sont en fait les demandes de la société civile concernant les discussions sur la nature à la COP29. Tu sais, comme j'ai dit, j'ai l'impression que c'est un peu limité pour l'instant, mais j'ose croire qu'il doit avoir des demandes et une présence. Fait que dis-nous en plus. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir qu'au-delà de ce qui peut se retrouver dans les textes, tu sais, j'ai envie de dire concrètement, ça veut dire quoi? Parce que, par exemple, quand on regarde euh, ce qui est inscrit dans le consensus des Émirats arabes unis, donc le cover decision de l'année dernière, euh, au niveau du phrasé là, de l'article 33 qui nomme Kunming-Montréal, on nous dit il faut mettre davantage l'accent sur, je ne vous dirai pas tout l'article, mais en gros sur la protection, restauration, etc., des écosystèmes et de la nature. Ben, mettre davantage l'accent, ça veut dire quoi, tu sais? Et je pense que c'est là que, justement, la société civile a tout un rôle à jouer, justement, pour rendre concret ce phrasé-là, puis dire, ben, dans les faits, c'est ça qu'on veut, tu sais. Donc, je pense que côté société civile, il y a différentes choses qu'on regarde et qu'on pousse, tu sais. Ben déjà, tu sais, volet mitigation, donc volet lutte au changement climatique, hein, volet atténuation des émissions de gaz à effet de serre, ben, c'est de dire, ben, là, on rentre dans une nouvelle ronde aussi d'établissement des futures cibles 2035, là, les fameuses contributions déterminées à l'échelle nationale. On sait que les pays doivent arriver avec des nouvelles cibles en début d'année prochaine. Il y a cette discussion-là déjà à la COP29. Ben, en termes de nature, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faudrait justement prendre en compte le fait qu'on veuille protéger 30% des territoires et d'ici 2030, ça veut dire qu'on veut protéger aussi leur fonction de puits de carbone. Donc, concrètement, dans les futures cibles, il faudrait que ce soit inscrit aussi. C'est très concret. Au niveau des plans nationaux d'adaptation, on le sait, la nature a un rôle énorme à jouer au niveau de l'adaptation au changement climatique.
Juste au niveau des villes, par exemple, on sait par exemple qu'une ville avec beaucoup plus d'arbres va nous permettre notamment de plus nous rafraîchir pendant les épisodes de canicule. On sait aussi que pendant les épisodes d'inondation, ben, des villes qui ont moins artificialisé leur sol ben, permettent justement que l'eau s'écoule beaucoup mieux et fasse moins de dégâts, tu sais. Donc, il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans les plans nationaux d'adaptation. Puis ça rejoint la question du financement. Donc, on le sait, la COP29 est qualifiée de la COP de la finance. Puis jusqu'à présent, ce qu'on voit, c'est que dans les conversations, au final, c'est bon, c'est sûr qu'il y a des enjeux énormes à travers ça, mais il faudrait aussi avoir la discussion autour du c'est quoi la part du financement qui va vers des solutions, tu sais, plus technologiques, grises, comme on dit, là, tu sais, par exemple, construire des digues, etc., là, versus justement des solutions basées sur la protection et la restauration des écosystèmes, par exemple, tu sais, ou l'amélioration de certaines pratiques comme la foresterie ou l'agriculture, tu sais. Donc, c'est tout ça qu'il faudrait que la société civile pousse, mais c'est sûr, dans les cas de climat, même si certaines organisations ont les deux casquettes, à la fois conservation et climat, la majeure partie des organisations présentes dans les COP climat sont des organismes climatiques et des fois, elles-mêmes font pas assez le lien. Donc, il y a encore, je le disais en introduction, mais je pense qu'à l'intérieur même de nos propres rangs, il y a vraiment beaucoup plus à faire. Et puis, au-delà de ça, j'ai envie de vous dire, il y a aussi toute la veille qu'il faut absolument qu'on fasse. J'ai envie de dire même les dénonciations qu'il faut qu'on fasse autour de tout ce qui est greenwashing, autour de la nature dans les COP climat. Tu sais. Parce que ça, c'est très, très fort aussi, et notamment dans la fameuse trame de négociation autour de l'article 6, donc l'article qui concerne tout ce qui est marché du carbone. On le sait, beaucoup voient comme la plantation d'arbres comme un moyen de, au final, conserver le statu quo, de pouvoir continuer à émettre parce qu'on va planter des arbres ailleurs, qui vont absorber. On sait très bien que c'est beaucoup plus compliqué que ça et que non, planter des arbres ne doit pas nous dispenser de réduire nos émissions de GES. Mais ça, le rôle de la société civile, justement, il est là, il est de dire non, non, attention, et de pousser pour que les discussions autour des règles des marchés carbone ben, soient les plus comment je dirais, resserrées possibles, notamment au niveau de la transparence sur les rapports d'émissions, par exemple, puis la comptabilisation pour ne pas tomber dans la double comptabilisation, par exemple, etc., tout en ajoutant la question, effectivement, droits humains, droits des peuples autochtones, éviter, évidemment, que par exemple, des pays ou des compagnies puissent comme planter des monocultures d'arbres sur des territoires traditionnels autochtones pour leur plan net zéro, alors que sans leurs accords, par exemple. Donc, c'est tous ces éléments-là qui sont très concrets. Après, j'ai envie de vous dire, au-delà de tout ça, il y a aussi quand on parle, il faut sortir des énergies fossiles, évidemment. Dans tout ça, il faut tripler les investissements dans les énergies renouvelables, c'est certain. Mais ça veut dire quoi? C'est de développer les énergies renouvelables. On le sait, les énergies renouvelables ne vont pas sans leur lot aussi d'enjeux environnementaux et aussi de droits humains. On peut penser à tout ce qui est évidemment accès aux matériaux stratégiques, l'impact sur la pollution de l'eau, la déforestation, etc. Et malheureusement, encore une fois, si on réatterrit ici au Québec, on en a un exemple frappant avec la transition énergétique telle qu'elle est menée à l'heure actuelle, où on a plus l'impression que c'est un prétexte à la réindustrialisation du Québec qu'une véritable volonté de décarboner l'économie actuelle. On le voit avec des projets évidemment comme Northvolt, TES Canada, le développement éolien ou encore le boom minier qu'on vit ici, là. Puis cette vision-là, malheureusement, en plus, elle est en train d'être boostée aux stéroïdes en ce moment-là avec le projet de loi 69, donc le fameux projet de loi préparé par Fitzgibbon puis porté maintenant par Mme Christine Fréchette, notre nouvelle ministre de l'Énergie. Donc, on est dans tout ça, évidemment.
et que il faut comprendre que tout ça, ben, ça va avoir un impact sur les écosystèmes. On ne peut pas développer à outrance les énergies renouvelables sans justement tu sais, ouvrir des chemins forestiers, par exemple, sans creuser des mines, sans... tu sais. Donc, ça va forcément avoir un impact sur la biodiversité. Et on peut avoir des cibles de protection très ambitieuses, tu sais, comme le fameux 30% pour 2030. Mais si on détruit le 70% restant, là, comme le disait Laura tout à l'heure, on n'aura rien gagné, on ne sera pas plus avancé. Donc, c'est ça. Faut pas non plus que sur le 70% restant, ce soit le Far West sous prétexte de faire la transition énergétique. Et enfin, je finirai, ben, tu sais, justement, pour pallier à ça, il y a des solutions qui permettent de répondre aux deux crises, et c'est les fameuses solutions basées sur la nature. Moi, je préfère plutôt maintenant parler d'approches fondées sur les écosystèmes, sincèrement, à cause justement de toutes les problématiques d'éco-blanchiment qu'on a à l'heure actuelle avec le wording solution nature pour le climat, justement, dans les négociations internationales. Mais c'est des solutions qui permettent justement de faire en sorte de voir la nature et d'installer des solutions naturelles qui vont faire en sorte que à la fois, on va se servir, entre guillemets, de leur fonction de puits de carbone, mais on va aussi être capable de protéger la biodiversité au travers de ça, etc. Donc, et tout ça, c'est évidemment en protégeant, en restaurant, mais aussi en améliorant certaines pratiques comme l'agriculture et la foresterie. Mais pour ça, je laisserai d'autres en parler qui sont encore plus ferrés que moi dans dans ces approches-là. Merci Anne-Céline. Ben, tu sais, dans ton intervention, tu as parlé d'adaptation, par exemple. Tu sais, puis de la grande place que ça prenait dans les conversations ici à Bakou en parlant d'enjeux climatiques et à juste droit parce que, tu sais, que ce soit à l'échelle internationale, les besoins de s'adapter sont très grands, spécialement pour les pays du Sud global. Mais ça reste aussi que la province de Québec doit aussi s'adapter. Et Joël, j'aimerais t'entendre là-dessus, particulièrement justement en parlant d'adaptation et sachant que tu travailles chez Habitat avec plusieurs territoires qui cherchent justement à s'adapter au changement climatique. J'aimerais mieux comprendre, puis Anne-Céline parlait des solutions basées sur la nature, j'aimerais mieux comprendre pourquoi Habitat en fait privilégie les solutions basées sur la nature. Oui, ben déjà, il faut dire que selon moi, un des plus grands avantages, c'est que ça permet d'attaquer sur plusieurs fronts les enjeux de changement climatique et même de perte de biodiversité. Là, je pense que c'est Laura ou Anne-Céline, j'ai oublié, qui a mentionné, bon, ben, quand il y a une hausse de température, dans les villes, on va avoir des îlots de chaleur. C'est quelque chose qui affecte en fait beaucoup de gens qui vivent dans les milieux urbains. Puis, une de ces solutions, c'est effectivement créer des espaces qui vont être appelés des îlots de fraîcheur, donc des espaces verts. Puis, je dirais, c'est pas simplement planter des arbres. Il faut que ce soit des aménagements qui soient réfléchis, non seulement pour, en fait, qu'il y ait une meilleure captation du carbone, parce que plus qu'il y a une diversité d'espèces, mieux la captation de carbone est faite comparativement à une monoculture. Mais aussi dans la capacité de ces espaces-là d'être résilients dans le climat futur ou dans les enjeux d'inondation, tout ça. Donc, les avantages, par exemple, pour les hausses de température, bon, il y a des sécheresses, il y a des événements de chaleur extrême, ça a un impact sur la santé humaine. Les îlots de chaleur vont rendre une multitude de services, excusez, les îlots de chaleur, les îlots de fraîcheur, qui sont plus importants, ils vont rendre une multitude de services, soit, permettre aux gens de vivre dans des conditions beaucoup plus agréables, des températures légèrement plus fraîches. Et ça va aussi régulariser des cycles hydrologiques, donc réduire les risques d'inondation. En plus, comme je le disais plus tôt, de stocker davantage de carbone. Donc, c'est tous des services qui sont rendus à partir d'une seule infrastructure verte, mais une type de solution au lieu d'utiliser une diversité
plus des solutions grises, comme par exemple installer des aires climatisées, installer des infrastructures pour les risques d'inondation. Puis, en plus, ça va filtrer les polluants qui sont dans l'air, en plus de créer des espaces de récréation. Fait que non seulement ça a un impact positif sur l'aménagement du territoire, mais aussi sur la santé humaine, qu'elle soit physique et aussi en termes de bien-être. Fait que, comme je disais, c'est ça. Ce sont des solutions qui permettent d'attaquer plusieurs enjeux à la fois. Puis, je pense qu'on a peut-être un bon exemple que je peux souligner qu'on a fait chez Habitat. Ça a été le projet de scénarisation de plantation de nouveaux arbres sur le territoire de la ville de Montréal qu'on a fait pour la Fondation David Suzuki. C'était dans la perspective du plan climat qui a été annoncé par la ville en 2022 qui voulait planter 500 000 arbres dans la lutte des changements climatiques. Donc, le but de ce projet, c'est justement bon, oui, c'est bon, planter des arbres, mais il faut le faire d'une façon qui soit intelligente. Donc, on a analysé le territoire en appuyant sur des critères qui sont à la fois écologiques, climatiques et socio-économiques, notamment en proposant des zones qui sont à planter en priorité pour répondre à des enjeux climatiques. Donc, les risques d'inondation, les îlots de chaleur, les sécheresses, mais aussi à des enjeux d'équité sociale qui sont puis en déterminant en fait des espèces qui sont à privilégier selon c'est quoi qui était déjà en place pour qu'il y ait en fait une pérennité dans la forêt urbaine puis dans les services qui sont rendus. Puis actuellement, si je peux rajouter un petit commentaire au niveau du financement, ben faut quand même dire qu'au Québec, il y a du financement qui sont disponibles. Si on se compare par rapport à d'autres provinces, je pense qu'on est quand même bien positionné, mais évidemment, on est quand même dans un retard par rapport aux objectifs. Fait qu'il faut en faire plus. Mais déjà, on a par exemple la subvention Oasis qui permet des projets de verdissement pour réduire l'impact des chaleurs et les pluies torrentielles. Maintenant, depuis quelques années, on a le PMRHH qui est le plan en tout cas, projet plus au niveau de la conservation des milieux humides. J'ai oublié mes acronymes, c'est vraiment pratique. Mais au niveau de sa planification, restauration des milieux humides, qui sont aussi des éléments qui sont importants, puis qui sont des solutions en fait importantes outre planter des arbres, créer des nouveaux espaces verts. Il y a aussi tout ce qui est l'aspect de la conservation de ces espaces qu'on a déjà en place. Qui devrait être en fait mis aussi beaucoup de l'avant, autre de juste replanter des nouveaux espaces. Mais toutes ces solutions-là sont importantes tant qu'à moi. Mais par exemple, les milieux humides qui sont de plus en plus en perte, c'est essentiel. Merci Anne-Céline. Donc, plan de restauration des milieux humides et hydriques. Donc oui, voilà. Donc, on essaye vraiment d'avoir des solutions qui soient à la fois au niveau de la restauration, éviter le plus possible lorsque c'est possible, puis la conservation de ces milieux-là qui permettent en fait de régulariser le climat. Merci beaucoup, Joël. Et je pense que, Catherine, ça serait intéressant de t'entendre justement après cette intervention. Tu nous mentionnais au début justement à quel point les deux crises étaient quand même liées pour toi. Fait que, dans les recherches que tu fais, pourquoi en fait ces deux disciplines sont-elles autant indissociables selon toi? C'est une super bonne question. C'est une question qui a motivé ma carrière pendant 10 ans à ce point-là. Mais fondamentalement, vraiment, les espèces sont dans des endroits où le climat est propice pour eux, selon leur histoire évolutive au complet. Alors, des millions et des millions d'années sont mis de côté pour vraiment s'adapter à des climats propices. Et en ce moment, on change un peu les conditions climatiques auxquelles les espèces sont exposées. Ça vient avec un paquet de conséquences au niveau de biodiversité. Alors, quand on écrit nos publications scientifiques, souvent on commence l'introduction vraiment avec un paragraphe qui parle des changements climatiques et de tous les impacts que ces changements-là ont sur notre système d'intérêt, sur la biodiversité en général. Et ça va de changer les distributions d'espèces, changer les interactions entre espèces, alors les dynamiques de prédateurs et proies qui peuvent changer parce que les espèces bougent et se rencontrent moins dans l'espace et dans le temps.
des pollinisateurs aussi qui ne voient plus leurs fleurs s'ouvrir en même temps et sont donc toutes un peu déstabilisées. Il y a plein d'impacts très complexes. Et une grosse partie du défi, c'est premièrement de résumer ces impacts-là dans une façon qui est sur laquelle on peut vraiment agir pour protéger la biodiversité. Et un deuxième défi, c'est vraiment la partie d'agir sur la protection de la biodiversité. Alors, j'ai mentionné au début que les zones d'air protégées sont très utiles pour de nombreuses raisons, parce qu'on protège vraiment des habitats et ça peut un peu fonctionner comme pas des îlots de fraîcheur, comme je le mentionnais, mais vraiment des îlots pour mettre des espèces à l'abri des pressions anthropiques qui sont autour d'eux et un peu alléger l'impact climatique sur ces espèces-là parce qu'elles peuvent se concentrer sur des habitats qui sont bons pour eux. Mais vu que tout se redistribue dans l'espace, il faut aussi penser au fait que, premièrement, les aires protégées, pour la distribution actuelle de la biodiversité, c'est peut-être correct. Si on atteint ces 30 ça serait excellent. Comme Anne-Céline a dit, il faut aussi penser aux 70 Mais une fois qu'on met ces aires protégées dans des endroits qu'on pense importants pour la biodiversité, il faut aussi penser au fait que dans 50 ans, il va peut-être avoir d'autres aires protégées à mettre en place. Il faut s'assurer qu'il y a des façons pour les animaux pour se déplacer entre les aires protégées s'ils le peuvent et vraiment protéger la connexion entre aires protégées. Il y a une autre chose qui m'intéresse beaucoup dans mes recherches, et c'est vraiment de penser à comment on peut mesurer la vulnérabilité des espèces au changement climatique, parce que ce n'est pas nécessairement quelque chose qui est fait jusqu'à maintenant. La menace principale pour les espèces, ce n'est pas nécessairement le changement climatique en ce moment, c'est plus la destruction d'habitats. Et bien sûr, c'est interrelié avec le climat. Mais pour l'instant, en pratique, ce n'est pas encore mis de l'avant dans les indicateurs de risque d'extinction ou de risque de déstabilisation des écosystèmes, même si je pense qu'avec la science, on est rendu là. On est rendu à un point où on pourrait le faire. Et j'aimerais bien faire ça de façon un peu proactive, de penser au fait qu'il y a des espèces qui vont être exposées à des climats qui sont entièrement nouvelles pour elles, selon leur histoire évolutive. Alors, les changements climatiques, ils ouvrent vraiment des nouvelles conditions climatiques qui n'ont pas déjà été vues sur les territoires. Alors, les espèces vont devoir soit s'adapter, ce qui n'est pas probable, ou se déplacer vers des endroits plus propices. S'ils ne le peuvent pas, il faut rester là et soit disparaître localement ou c'est un peu ça la solution. Donc, j'aimerais bien plus quantifier le risque de disparition des espèces avec les changements climatiques futurs. Et en fait, il y a un indicateur qui existe sur le site de Biodiversité Québec. C'est un indicateur qui a été développé à partir d'un article scientifique, en fait, qui a fait justement ça, qui a vraiment regardé la proportion d'espèces qui vont rencontrer des nouvelles conditions climatiques pour donner un peu une idée du potentiel de déstabilisation des écosystèmes dans les années futures. Alors, ce n'est pas nécessairement des effets qu'on voit tout de suite, mais on peut quand même se préparer pour mieux protéger ces espèces-là. Alors, c'est un peu ça. Mais il faut toujours vraiment ramener la biodiversité et le climat parce que c'est tellement un facteur important pour déterminer tout le fonctionnement des écosystèmes. Et la plus grosse conséquence, vraiment, c'est une hausse dans l'imprévisible dans la biodiversité. On a vraiment beaucoup d'incertitudes qu'on doit apprendre à gérer, en fait, parce qu'on n'est pas vraiment... on essaie de prédire, mais c'est très difficile parce que tout est si interrelié. Merci beaucoup, Catherine. C'était vraiment très clair, en fait, le lien que tu as fait entre les deux et cet aspect vraiment indissociable. Fait que, Laura, je sais que tu étais présente à la COP16 et Catherine vient de nous démontrer, en fait, à quel point, en tout cas, le lien qui a été présenté justement dans son intervention était assez clair. Fait que toi qui étais sur place à la COP16, est-ce qu'on en a parlé des changements climatiques? Oui, énormément. En fait, j'irais jusqu'à dire que c'était constamment là, en filigrane là, durant la COP16. Donc, notamment dans les événements parallèles, les side events. Donc, c'était des événements là, menés par différents acteurs dans la zone bleue, mais évidemment à l'extérieur là, des tables de négociation. Puis sinon, il y avait eu aussi un segment ministériel de haut niveau. Donc, il y avait différents ministres, puis c'était justement sur la thématique des changements climatiques et biodiversité, l'interrelation entre les deux. Puis c'est super intéressant parce qu'il y avait entre autres des représentants du GIEC, de représentants aussi de l'IPBES, donc qui est comme l'équivalent du GIEC, mais en biodiversité.
Et puis, il y avait, je pense qu'une quinzaine là, de représentants gouvernementaux, de ministres, notamment de la Colombie et de l'Azerbaïdjan, du Brésil, là, entre autres. Là. Donc, on voit la suite, là, COP16, COP29, COP30, là, entre autres, et le désir là, de justement ramener ça sur la table. Puis d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de... excusez, je ne trouve pas le mot en français. Expectations, beaucoup de je ne sais plus c'est quoi. D'accord. Expectatives. Oui, D'attente. d'attente. C'est ça, merci. Donc, pour la COP30, là, pour qu'on fasse encore plus le lien. Puis d'ailleurs, ça, c'est un dialogue. Quand j'ai vu ce segment de haut niveau-là, je me suis dit, c'est un dialogue qui est logique aussi de rassembler tous ces acteurs-là ensemble et d'avoir ce dialogue-là. L'IPBES et le GIEC, en 2022, ils ont déjà publié un rapport conjoint qui parle des interrelations climat-biodiversité. L'IPBES, dans son rapport de 2019, sur les facteurs directs et indirects de la perte de biodiversité, ben, on sait déjà c'est quoi les principaux facteurs qui alimentent cette perte-là. Puis parmi les 5 facteurs directs principaux, il y a les changements climatiques qui arrivent quand même en 3e place. Ça, c'est peut-être appelé à changer, là, justement, comme Catherine disait, à fur et à mesure que les changements climatiques vont s'aggraver, ça se peut qu'ils deviennent peut-être le 2e facteur aggravant là, de la perte de biodiversité, même si en ce moment, on estime que c'est le 3e facteur direct. Non, je dirais que c'était quand même assez présent, tout simplement là, dans les réflexions ambiantes. Puis il y a même des acteurs qui commencent à proposer là, justement qu'est-ce qu'on fait avec ce lien-là au sein même des Nations Unies, dans les COP. Comment est-ce qu'on fait de manière concrète, comment est-ce qu'on va institutionnaliser ce lien-là. Puis, parmi les propositions là, qui commencent à émerger, ben, il y avait notamment des groupes qui proposaient la création d'un organe subsidiaire permanent qui serait commun aux 2 COP, donc de COP climat, de COP biodiversité. Ça, c'est une des propositions là, qui est sur la table. Je ne dis pas que la proposition s'est rendue aux tables de négociation, mais ça se parle dans les coulisses, dans les side events. Puis habituellement, c'est des choses que si ça se parle plusieurs années, ben, ça va finir par se rendre éventuellement aux tables de négociation. Du moins, ça risque d'arriver et on l'espère. Et il y a aussi eu l'adoption d'un texte qui met de l'avant justement le lien climat-biodiversité au terme de la COP16. Et puis, en fait, qui invite ce texte-là de manière formelle, là, cette fois-ci, à la création d'un groupe de travail conjoint entre les 3 conventions de Rio. Donc, celle de climat, celle de biodiversité, celle de désertification aussi, pour favoriser les synergies et pour mieux coordonner là, tout simplement les efforts entre ces 3 crises. Puis d'ailleurs, ça, à la COP29, c'est sûr que moi, je ne suis pas sur place, donc je ne sais pas ce qui se dit en coulisses, dans les corridors, mais de ce que je vois, en tout cas, dans les événements parallèles en ligne, on en parle justement de ce groupe de travail-là qui pourrait être créé entre les différentes conventions. Il y a notamment l'UICN, WWF, des gouvernements, de regroupements non gouvernementaux aussi, qui revendiquent en fait cette création-là de ce groupe de travail. Donc, je pense que c'est une piste qui risque de revenir là, dans les prochaines COP. Merci beaucoup, Laura. Et je pense que, ben, en fait, tu viens de le mentionner là, dans ta dernière phrase, on parle beaucoup des crises, puis c'est correct. Mais Anne-Céline, moi, j'aimerais savoir, est-ce que justement on voit des causes conjointes? Est-ce que rapidement, tu pourrais nous parler peut-être des causes, puis si les causes aussi ont un lien entre elles? Rapidement. Faudrait revoir l'entièreté de nos modes de vie. En gros, ben, pour revenir un peu au début, oui, évidemment que les causes sont communes. En fait, même, c'est effectivement, Laura l'a mentionné, le fameux rapport de l'IPBES de 2019, où justement en préparation aussi de la COP 15 qui aurait dû avoir lieu en 2020, hein, pandémie oblige, elle a été reportée. Mais ce rapport-là visait à justement poser un constat, c'est-à-dire que les objectifs précédents qu'on appelait les objectifs d'Aichi, très peu avaient été rencontrés, donc qui avaient été établis 10 ans avant. Et pourquoi ils n'ont pas été rencontrés? Ben, en grande partie parce que justement, dans nos réponses à la crise de la perte de biodiversité, on a beaucoup mis l'accent justement sur les causes directes. Et c'est correct aussi, c'est-à-dire que les causes directes, c'est concrètement
qu'est-ce qui a un impact tout de suite maintenant sur justement la perte de biodiversité? Catherine le disait, un des gros facteurs, c'est la perte d'habitat à cause notamment du changement dans l'affectation des terres, la déforestation, les monocultures, l'agriculture intensive, l'urbanisation, etc. L'autre deuxième cause, c'est justement tout ce qui est exploitation des ressources naturelles, notamment au niveau de la chasse, au niveau de la pêche, de la surpêche, etc. Les changements climatiques, donc on l'a dit, sont en troisième. La pollution, évidemment, pollution plastique, mais pas juste la pollution plastique. Et puis les fameuses espèces exotiques envahissantes. Donc ça, c'est les 5 grandes causes directes de la perte de la biodiversité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ces causes directes-là, entre guillemets, sont les symptômes de causes beaucoup plus profondes, qu'on appelle les fameuses causes sous-jacentes, en fait, au final. Et ça, ben, ça veut dire quoi? Ben, c'est la politique, c'est l'économie, et c'est tout ce qui est facteurs sociaux et culturels. Donc, c'est au final, ce que la science nous dit, c'est que tant qu'on n'adressera pas, ben, qu'on ne répondra pas, excusez-moi l'anglicisme, mais à ces causes sous-jacentes-là, on continuera au final à accentuer les deux crises. Puis qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est que, veut pas, faut revoir comment je dirais, notre vision de manière générale de la nature. On le disait aussi en introduction, le fameux slogan aussi de la COP15 qui était vivre en harmonie avec la nature, ben, il y a tout là-dedans. C'est-à-dire que ça veut dire quoi vivre en harmonie avec la nature? Ben, c'est qu'il faut revoir complètement notre rapport à celle-ci, au vivant de manière générale. Euh, Clairement, il faut opérer des transformations systémiques dans toutes les sphères d'activité de nos sociétés. Puis c'est quand on lit justement crise biodiversité et crise climatique qu'on s'aperçoit aussi que les solutions, elles ne sont pas du tout dans le tout technologique, loin de là, et que fondamentalement, c'est notre rapport à la croissance économique qu'il faut revoir parce qu'on a des modes de vie qui sont boostés, encore une fois, à la surproduction et à la surconsommation, et ça, c'est fondamentalement ça qui est le problème des causes environnementales, puis pas juste environnementales, sociales aussi. Maintenant, on est rendu dans une espèce de course folle où nous-mêmes, on n'arrive plus à gérer. Donc, clairement, de manière générale, il faut arrêter de se penser en tant qu'humanité comme au-dessus, justement, de cette nature-là, puis au contraire, comprendre qu'on y est intrinsèquement lié. Puis si la nature va mal, ben, nous, on va aller mal aussi. C'est aussi simple que ça, en fait. Merci beaucoup. Ça pouvait pas être plus riche. En fait, on est quasiment vers la fin de notre conversation. Euh, pour les personnes qui sont présentes, si jamais vous avez des questions, je vous invite à les partager maintenant. On va faire un dernier tour de table parce que j'aimerais savoir, ce serait quoi votre souhait en fait concernant les enjeux liés au climat et à la biodiversité? Mais tu sais, un souhait rapide, genre 15 secondes. Que vous aimeriez faire. Puis on va laisser la place, dans le fond, pour les questions du public. Alors, on pourrait commencer avec Joël. Oui, je vais essayer de faire ça vite, mais j'aurais tellement de souhaits, honnêtement, pour le climat et la biodiversité. Mais je dirais que mon souhait principal, ça serait en fait qu'on mette de l'avant la biodiversité puis les solutions nature en amont de tout projet d'aménagement ou, tu sais, de penser à comment on peut, avec des solutions naturelles, réduire notre impact, être en mode prévention aussi avant d'aller directement vers des solutions techniques ou grises. Puis aussi qu'il y ait en fait des stratégies qui sont intégrées selon les différentes échelles administratives, que ce soit vraiment des solutions de l'échelle nationale à l'échelle locale, puis aussi au niveau économique, que ce soit public, citoyen ou privé dans les alignements au niveau des objectifs de protection et de restauration et d'aménagement du territoire. Merci, Joël. Catherine, quel est ton souhait?
Pour garder ça très court, je pense que mon souhait, ça serait d'être plus proactif des deux bords, en fait. De pas trop attendre que le climat devienne un gros problème pour la biodiversité pour faire quelque chose. Ça serait mon souhait idéal. J'espère. Ce serait ça. Oui, ouais, super. Laura? Oui, donc moi, mon souhait, ça serait qu'on adopte une approche plus holistique, moins sectorielle. Puis comme on l'a déjà dit, là, mais ça s'applique au niveau de la recherche, par exemple, faire plus de recherche intersectorielle, interdisciplinaire, au niveau même du mouvement environnemental, puis au niveau des politiques. Donc, vraiment, là, je pense que mon rêve, ça serait qu'on se dote d'une lunette analytique qui fait que systématiquement, quand on va évaluer un projet de loi ou un projet de règlement ou un projet ou des investissements, ben, systématiquement, on va regarder, OK, c'est quoi que ça fait en biodiversité et en climat et pas seulement un de deux. Merci. Anne-Céline? Ben, pareil que Laura, mais plus sur le volet politique. Moi, je pense que avant tout, ce qu'on a besoin aussi, c'est d'une gouvernance à la hauteur des enjeux, une gouvernance justement qui lie et pas qui travaille en silo. Tu sais, quand on a actuellement des ministères qui se tirent dans les pieds les uns des autres, tant qu'on aura une gouvernance qui n'est pas à la hauteur de ces enjeux-là, on s'en sortira pas, là. Merci beaucoup, mesdames. Ben, il nous reste un gros 3 minutes et on a déjà, dans le fond, une question de Miguel dans le chat. Quel est votre avis sur les échanges de dette nature ou actions climatiques? C'est un des mécanismes de financement proposés à la COP 16 et à la COP 29. Alors, qui aimerait répondre à cette question? N'ayez pas peur, ça peut être une réflexion si jamais vous n'avez pas de réponse définitive. Oui? Ben, je peux tenter d'y aller, tu sais. C'est certain que, tu sais, il y a, tu sais, quand on dit notamment des objectifs de la COP 8 Montréal, c'est d'arrêter de financer les activités destructrices de la nature. Il faut arrêter, tu sais, d'investir dans ce type d'activité-là. Une fois qu'on a dit ça, on fait ça comment? On voit déjà au niveau des énergies fossiles à quel point c'est compliqué de retirer l'argent public de là, tu sais. Euh, et on est à la recherche de nouveaux outils financiers pour justement, et le milieu financier se pose énormément de questions, et notamment au Québec. On a la chance d'avoir un écosystème financier relativement progressiste, les mots sont importants ici, qui quand même pousse la réflexion assez loin et beaucoup plus que un peu partout sur la planète. Il faut le reconnaître. Maintenant, moi, je crois beaucoup plus en des actions financières justement pour arrêter de mettre l'argent au mauvais endroit plutôt que dans des échanges de dettes ou des crédits, que ce soit carbone ou biodiversité. Euh, on le voit dans le day-to-day. Tu sais, ça fait combien de temps tu sais, qu'on s'ostine sur l'article 6 de l'accord de Paris sur les marchés carbone, alors qu'une molécule de carbone est beaucoup plus facilement, on va dire, quantifiable et mesurable que la biodiversité avec tous ces éléments complexes. Tu sais, moi j'ai envie de vous dire, comment protéger le caribou de la Gaspésie, tu sais, en compensant par la protection du kangourou en Australie, tu sais. Je suis comme, à un moment donné, c'est comme, non, tu sais, faut être réaliste, là. En tout cas, moi, je n'y crois pas au crédit biodiversité. Et c'est ça. Donc, tu sais, je pense il faut faire il y a certains outils financiers qui peuvent être intéressants, mais il faut faire attention à quel type d'outils. Merci Anne-Céline. Ben, en fait, on arrive, c'est le moment en fait de conclure notre conversation. On avait une question qui faisait appel à votre optimisme. Je pense pas qu'on aura nécessairement le temps d'y répondre, mais je vais vous la lire, qui était de comprendre comment est-ce que vous arrivez à garder espoir encore avec les pourcentages, dans le fond, d'air protégé qui augmentent, certes, mais les habitats sont détruits et la crise s'accentue. Et avec le contexte politique, social, etc. Je pense que Marie voulait savoir un petit peu comment vous faites, puis peut-être s'y inspirer. Agathe, je ne sais pas si on a un processus pour peut-être répondre aux questions qu'on n'a pas la chance euh, de, d'en-
de parler maintenant, là, parce qu'on est un petit peu au-dessus du temps, fait que j'aimerais pas retenir les gens Oui, mais plus ça que ça. dépend si nos panélistes veulent prendre 2 minutes pour répondre avec plaisir. Sinon, on peut aussi arrêter, là, c'est au choix, en fait. Si vous voulez prendre quelques secondes pour répondre à la question, en fait, c'est à votre choix, là. Évidemment, je force les personnes à rester quand on a dépassé l'heure, mais si vous voulez, les personnes qui restent peuvent écouter votre réponse, puis sinon, on peut s'arrêter là, c'est au choix. Parfait. Ben, allons-y. Optimiste, comment vous faites pour garder espoir? Joël? Ouais, j'ai envie de répondre, mais je dirais en fait que c'est en voyant toutes les initiatives qu'il y a au Québec, puis que ce soit au niveau de la recherche, on a vraiment un écosystème scientifique qui est, je crois, assez incroyable, mais aussi au niveau des entreprises. Avant d'être dans le milieu d'entreprise, j'étais au milieu universitaire, puis je suis agréablement surprise comment qu'au niveau privé, il y a de plus en plus d'intérêt à intégrer des solutions qui sont pour contrer les changements climatiques et améliorer la qualité de la biodiversité. Fait que je pense que c'est vraiment en voyant ces initiatives-là, puis il y a beaucoup de collaboration, c'est comme c'est notre cas, on travaille beaucoup avec des universités, d'autres regroupements pour trouver des solutions. Fait que c'est toute cette effervescence académique, scientifique et aussi au niveau entrepreneurial. Je trouve que ça donne l'espoir malgré tout. Peux peut-être enchaîner, là, j'irai un peu dans le même sens. Je pense que, du moins personnellement, le meilleur remède là, pour me remettre de tout le pessimisme, même le désespoir là, à un certain point, là, ben, c'est des transformations en action. Donc, prendre toute cette énergie-là négative puis essayer de la transformer. OK, ben, essayer de la transposer dans une action quelconque. Puis c'est pas obligé d'être une action. Je veux dire, il n'y a personne qui va sauver la planète à lui ou elle tout seul, on s'entend. Là, donc, des actions à notre échelle, ce qui peut nous faire du bien. Puis des fois, ce qui peut nous faire du bien, ça peut être très personnel. Par exemple, moi, à la base, je viens d'un milieu plus artistique avant de m'être impliquée en tout ce qui est politique au niveau de mes études. Puis des fois, ce que j'ai besoin, c'est juste de m'exprimer via l'art, puis ça peut juste faire du bien ou d'avoir un bon cercle, de discuter, puis de s'engager avec des personnes qui ont les mêmes motivations que nous. Puis je pense que le fait d'être dans le milieu environnemental, ben c'est vraiment un bon soutien, je pense, parce qu'on partage tous et toutes des sentiments assez semblables à ce niveau-là et on essaie d'avancer tous et toutes dans la même direction. Merci beaucoup pour ces interventions. Merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Euh, Ceux qui nous écoutent aussi, d'être restés 4 minutes de plus dans votre journée. Merci beaucoup au Dialogue pour l'invitation et l'organisation, puis tu sais, de générer justement ces conversations. Tu sais, on le fait, là, genre faire le lien entre les deux. Ça commence ici. Merci à vous, puis j'espère à la prochaine. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et toutes.